Et nous retrouvons à présent notre invité au cœur de l'info. Dans Ils ont choisi la France, Yasmina Jaffar s'est intéressée à 5 parcours exceptionnels d'artistes afro-américains. Tous vivaient dans une Amérique violente dans laquelle naître noir réduisait considérablement le champ des possibles. Ils ont choisi la France, mais choisiraient-ils encore cette France aujourd'hui? Qui ont-ils trouvé de si inspirant? L'universalisme, la paix, leur puissance créative chevillée au corps, ils voulaient exister au-delà de la race. Quel est le visage de leur combat aujourd'hui? On en parle tout de suite avec vous, Yasmina Jaffar. Bonjour. Bonsoir, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes aussi la fondatrice de la ruchemedia.com. Tout d'abord, pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin d'écrire ce livre qui est très spécifique avec donc 5 portraits? Parce que j'aime la France et que j'ai le sentiment depuis quelques instants, c'est ironique de dire quelques instants, quelques années, qu'il y a un petit souci autour de nos valeurs. On a l'impression de perdre un peu de vue qui nous sommes. Et ces Américains-là, je m'y suis intéressée parce que... James Baldwin. Voilà. Alors, je m'y suis intéressée parce que j'ai une passion pour la personnalité de James Baldwin et j'ai une passion pour les écrits de James Baldwin. Et c'est son centenaire. Il fallait fêter ça d'une manière ou d'une autre. La France connaît très, très mal James Baldwin. Quand j'ai voulu écrire ce livre, la plupart du temps, on me disait « Alec ?» Non, pas Alec Baldwin, James Baldwin. L'intellectuel. L'intellectuel, le penseur. Et... ça tombait très bien qu'il ait 100 ans aujourd'hui parce qu'on est justement, nous, Français, en train de regarder du côté des États-Unis comme si on avait besoin de ce modèle-là. Ça n'est absolument pas pour décrier l'Amérique que j'ai écrit ce livre, mais c'est surtout pour nous rappeler qui nous sommes. Et le faire à travers des figures qui ne savent pas ce qu'est l'universalisme, c'est encore plus fort. J'aurais pu aller voir n'importe quel universaliste français qui m'aurait répété ce qu'on sait déjà, mais qu'on n'entend plus. Là, il y a quelque chose de très fort à aller voir des artistes que l'on connaît par cœur et que finalement, on ne connaît pas si bien dans le rapport qu'ils ont à la France. Et ils l'ont vécu dans leur histoire, dans leur corps, dans leur chair, ce qui rend leur message encore plus, leur portée encore plus universelle justement et convaincante. Pourquoi ont-ils choisi la France alors ? Ils l'ont choisi tous de façon très différente. C'était pas forcément un premier choix et c'était pas à chaque fois à la même période. En 1948, Miles Davis et James Baldwin viennent. À la même année, ils se connaissaient, mais ils ne viennent pas pour les mêmes raisons. L'un vient pour vraiment fuir l'Amérique et ne pas mourir dans les rues, c'est James Baldwin. L'autre vient invité pour faire une tournée de jazz. Et Miles Davis retourne aux États-Unis quand James Baldwin décide de rester. Et Nina Simone, c'est beaucoup plus loin dans le temps. C'est en 1970. Elle était déjà venue pour des concerts, mais pas pour s'y installer. Donc, ils ont choisi la France parce que dans leur esprit et dans l'imaginaire international, la France, c'est le pays de la liberté. Et aux États-Unis, il y a la Statue de la Liberté à l'entrée du port de New York. Et pourtant, cette liberté-là, en 1948, elle leur était pas accordée. Donc, ils l'ont choisi pour ça, pour la liberté. Il y a l'expérience concrète. Alors, je cite James Baldwin. À Paris, j'ai réussi à me débarrasser de tous les stéréotypes dont m'avaient infligé mes concitoyens américains. Donc, et une fois que vous vous en êtes débarrassé, c'est irréversible. À Paris, on me laissait tranquille de devenir ce que je voulais devenir. Je pouvais écrire, penser, ressentir, marcher, manger, respirer librement. C'est essentiel et c'est cette liberté donc qu'ils ont découverte à Paris. Est-ce qu'ils ne l'ont pas malgré tout idéalisé, fantasmé? Ils sont arrivés à Paris, c'est la capitale. Est-ce que l'expérience aurait été la même dans un petit village français? Non, parce que c'est vrai que Paris, c'était à l'époque, il y avait une vraie diaspora américaine. Ils sont venus pour certains rejoindre d'autres écrivains comme Richard Wright, Chester Himes qui était déjà là. Il y avait une existence américaine très très forte. On est à quelques années après la guerre, après le débarquement, après une image fantasmée de ce qu'est le sauveur américain. Donc ils arrivent ici bien accueillis. Mais ils se rendent bien compte qu'en dehors de Paris, on est aussi dans des rapports humains un peu compliqués, mais on n'est pas sur une ségrégation. Ça, ils l'ont vu, parce qu'ils ont compris là-bas ce qu'ils vivaient. Certains de leurs amis sont morts pendus par le Ku Klux Klan, brûlés, violés, tapés, etc. Ici, c'était pas le cas. Donc, ils ont découvert une France qui leur permettait surtout de faire une connaissance avec eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte en étant ici qu'ils n'étaient pas que noirs, et ça, c'est formidable. C'est extraordinaire de sortir de l'idée de la race dans un pays où on est d'abord regardé comme une communauté. Et ils sont forgés comme ça, ils sont fondés comme ça. Donc quand ils arrivent en France, la seule chose qu'ils voient, au-delà de nos valeurs, c'est notre ADN. Et c'est quand même des gens
géniaux, c'est des génies. Donc ils comprennent très vite. Mais ils arrivent dans un pays qui est un pays colonisateur. Exactement. Et qui a aussi quelque chose à régler, à résoudre, même si ça n'apparaît pas tout de suite quand ils arrivent, mais que ce pays aura à résoudre avec justement d'autres populations qui semblent lointaines peut-être pour les Français, plus lointaines en tous les cas que ne sont les Afro-Américains aux États-Unis. C'est l'autre ambition du livre, c'est justement de parler de ces valeurs, de sortir de ces discussions et conversations nationales clivantes autour de l'identité. On est un peu abîmé par ça depuis quelques années et j'avais vraiment envie de rappeler que ces Américains qui, eux, aux États-Unis, étaient coincés dans des identités, pouvaient, au regard de la France, regarder la complexité de l'être humain, c'est-à-dire qu'ils arrivent en tant qu'Américains. Donc il y a une gradation dans la couleur noire, on va dire. Ensuite, il y a Frantz Fanon, il est antillais, il arrive en France avec un espoir en disant « j'aime la France parce que c'est le pays qui a aboli l'esclavage », même si Napoléon l'a remis pendant quelques temps, il a aboli l'esclavage. Mais quand il arrive en France, il se rend compte qu'il n'est pas entouré d'Antillais et de Noirs comme lui. Et donc, eux font la même découverte et ils se disent « mais que faites-vous de vos tirailleurs? Que faites-vous de vos Africains? Que faites-vous de ce qui se passe en colonie? Pourquoi est-ce que cet empire ne s'intéresse pas à ses esclaves ?» Et là, je reprends les mots de Baldwin. Il considère que la France ne fait pas ce qu'il faut avec ce qui va être les descendants d'esclaves et qui va devoir, dans quelques années, répondre à ça. Ces exilés américains et les colonisés français qui étaient en train de reprendre leur liberté à cette époque, qu'avaient-ils donc en commun? Ils avaient en commun l'idée... alors, d'abord, c'était des artistes. C'était des penseurs et ils avaient en commun l'idée de pouvoir parler pour les autres générations. Mais je parle d'eux et des Français qui étaient colonisés à cette époque. Donc du coup, on n'est pas sur le même registre, c'est ce qu'on évoquait. Ah non, du tout. Ils sont vraiment très différents. D'ailleurs, la diaspora américaine se parlait entre elles. Il n'y avait pas forcément d'amitié qu'ils se créaient avec d'autres personnes du territoire. Baldwin rend un hommage quand même aux Algériens parce que c'est eux qui l'ont accueilli. Ils sont arrivés tous avec quasiment zéro argent à Paris, surtout James Baldwin, et c'est les Algériens qui l'ont accueilli. Il y avait les événements, on l'appelait comme ça vulgairement, la guerre d'Algérie qui faisait rage à ce moment-là, et il s'est rendu compte qu'il avait au moins un point en commun avec eux, c'est-à-dire la douleur. La douleur de l'exil, la douleur de pas être regardé comme il se doit. Mais avec les Français tels qu'ils sont, non, ils les connaissent pas plus que ça. Et James Baldwin, quand il est arrivé en France, il a publié chez Gallimard son premier livre et il y a eu un succès immédiat. Donc très vite, il est rentré dans l'élite. Très vite, il a eu des amis qui, dans toute sa vie, ont été Sartre, Beauvoir. Donc il a fréquenté vraiment le gratin du 6e arrondissement, bien sûr. Il vient nous dire « Notre histoire n'est pas la vôtre », je cite, « la colonisation n'est pas l'esclavage ». Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à entendre. Pourtant, la lutte contre le racisme en France s'inspire beaucoup, aujourd'hui en tous les cas, de la lutte afro-américaine, se référant à des intellectuels afro-américains. Est-ce que c'est une erreur, selon vous, de se référer à cette histoire-là ? Oui, en fait, on a chacun nos histoires. L'idée, c'est de ne pas confondre les différents récits et non pas en faire des romans nationaux, mais de s'attacher à son récit national, à notre histoire, à la façon dont la France arrive ou pas à se sortir de cette période compliquée qu'est la colonisation. Pour l'instant, elle n'y arrive pas très très bien, mais en se référant à la douleur américaine, on s'éloigne de qui nous sommes. Comment arriver à combattre le racisme qui existe ici en France si on prend des références américaines? Comment faire pour parler aux jeunes générations quand on ne sait pas d'où on parle, en fait? Donc l'idée, c'est de faire connaissance avec sa propre histoire. Et là, j'en appelle à l'école, l'éducation nationale, aux livres, aux historiens, aux philosophes, aux penseurs français, pour arriver à ramener au bercail notre propre histoire. Et le voir dans les yeux de ces Américains, c'est encore plus extraordinaire parce que c'est une mise en abîme et une façon de nous regarder en disant peut-être... Ils savent de quoi ils parlent parce qu'ils ont vécu leur douleur et ils peuvent, eux, nous dire « vous n'avez rien à voir avec la nôtre, vous avez la vôtre ». Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a aucune hiérarchie. La Shoah est une autre douleur et il n'est pas question de faire des classements. Mais si on continue à se confondre avec l'esclavage, alors oui, le soft power américain, le communautarisme, la pensée communautaire va abîmer, et il abîme déjà le débat français, sans régler nos problèmes. Donc ça n'est pas le sujet. Ils ont choisi l'universalisme, la paix, c'est ce qu'ils portent, leur art, pour exister au-delà de la race. On le voit notamment avec Nina Simone, enfin avec tous les 5 en fait, c'est extrêmement important. Mais du coup, ça leur a demandé d'exceller et de se mettre du coup parfois en danger. Je repense à nouveau à Nina Simone. Oui, exactement. C'est difficile de
de partir. C'est difficile d'être un génie. Je prends cette phrase dans un livre magnifique, une conversation qui s'appelle La dernière interview. C'est la dernière interview de James Baldwin, et un livre de Monsieur Troupe qui raconte à quel point, et Miles Davis a dit la même chose, Nina Simone l'a dit aussi, c'est très dur d'être excellent. Il faut continuer à créer malgré tout, à faire, alors qu'ils n'ont ni l'argent, ni la famille, ni le soutien. Ils sont partis très loin de chez eux. Ils ont laissé souvenirs, famille et langue pour arriver à exister ailleurs. Et ils ont pu faire entendre leur message tout en essayant de taire une colère. C'est très compliqué. Je n'arrive même pas à imaginer 2 secondes ce que ça peut être que d'être noir américain dans les années 50. Ça doit être absolument insupportable. Et malgré tout, il faut être meilleur en permanence et ne jamais céder à la colère pour pouvoir laisser un leg. Celui qui incarne vraiment ça, c'est James Baldwin. Effectivement, il préfère parler, plutôt que de parler d'identité raciale, il préfère parler d'âme humaine. Il préfère l'amour. Je vais le citer. Il a ces mots très beaux. L'univers qui n'est pas constitué seulement des étoiles, de la lune et des planètes, des fleurs, de l'herbe et des arbres, mais d'autres êtres humains, n'a élaboré aucun terme pour votre existence, ne vous a réservé aucune place. Et si ce n'est l'amour qui ouvre ses portes toutes grandes, aucun autre pouvoir ne le fera ni ne pourra le faire. Il s'est tenu à cette posture, c'est vraiment ce qu'il incarne, et on a l'impression que cette voix était difficile à porter au sein même de sa communauté. Alors évidemment, il y a des figures emblématiques comme Martin Luther King, mais qui était lui aussi, et il a été assassiné, voilà, qui ont eu du mal en fait. Et même Nina Simone d'ailleurs, a d'abord dans un premier temps nourri sa colère. Oui. Avant de choisir la paix et de s'élever au-delà de la race. James Baldwin est vraiment l'auteur de l'amour. Il avait tout pour être en colère. Et il a cette phrase magnifique qui est c'est absolument dur de ne pas céder à ses colères. Ne croyez pas que ce soit simple. C'est pas parce que je parle d'amour que je suis né un matin en disant que rien ne peut me toucher. Tous les jours, je fais ce travail de ne pas aller vers la violence que pouvait prôner Malcolm X. La petite sœur qu'il avait, qui était une petite sœur spirituelle, qui est Nina Simone, il a essayé de l'extirper de là. Il a réussi parce qu'elle a pris le parti de la raison plutôt que celui de la colère, parce qu'il considérait que si jamais on était en colère, on devenait coproducteur de son malheur. Et on ne peut pas réduire son être à une simple colère et à écouter ses émotions. Nous en sommes là aujourd'hui à écouter nos émotions. Il n'y a que des colères qui s'expriment. Aujourd'hui, c'est comme si on avait piétiné ce qu'ils avaient essayé de nous laisser. Et à travers ce livre, ce que j'essaye de faire entendre, c'est que parler d'amour, c'est pas de la naïveté, c'est pas de l'utopie. C'est simplement rappeler que la seule chose qui peut faire corps et ça fait partie des valeurs françaises, c'est une forme de fraternité dans laquelle on peut penser et raisonner. Et si on peut penser et raisonner, on peut arriver à calmer les ardeurs et désarmer l'autre. Et ce qu'a fait toute sa vie, James Baldwin, c'est de mettre, en parlant vulgairement, entre blanc et noir, il a mis un miroir devant le visage des blancs en leur disant « Pourquoi vous avez besoin de nous ?» Réfléchissez 2 secondes. Si vous avez besoin de nous en tant qu'esclaves, de nous minorer de cette manière, c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui vous effraie dans la façon dont vous pouvez prendre votre vie en main. Et automatiquement, en posant ce genre de questions, on oblige l'autre à être dans une réflexion plus fraternelle qu'une forme de colère. Et à s'interroger sur la domination. Voilà, et à s'interroger sur la domination. Et pourquoi on a besoin de quelqu'un à détruire ? Il y a une autre idée qui est essentielle pour lui. Pour lui, le racisme n'est pas un problème de couleur de peau, mais de pouvoir économique. Ça c'est mon dada. Ça, c'est mon sujet. J'aime tous ces artistes pour cette raison-là. Et Nina Simone l'a dit aussi. Si vous travaillez, si vous avez un pouvoir d'achat, si vous existez économiquement, peu importe votre couleur, ça peut être en effet des facteurs aggravants. Être une femme, être gros, être grosse, enfin, quand on ajoute des difficultés comme celle-ci, la vie n'est pas simple. Mais la première des choses, c'est de pouvoir avoir une capacité d'exister économiquement. L'Amérique fonctionne vraiment que sur de capitalisme, c'est clair. Nous, on a du mal à entendre ça parce que l'argent et la réussite est un peu tabou dans notre pays. Mais ils expliquent très clairement que si on continue à se sentir d'abord noir, et ils le disent eux, donc c'est fou. Ils sont noirs et ils sont tués pour cette couleur. Si on continue à se penser d'abord comme noir, alors on annule tout sur des centaines et des centaines de générations. Il faut travailler, exister et exister par son patrimoine. D'où l'importance d'exceller. Mais il y a quand même ce contre-exemple qui est Miles Davis. Il vient d'une famille, alors je ne sais pas si je peux dire aisée, mais bourgeoise en tous les cas.
très confortable. Exactement. Et donc lui, c'est pas la problématique. Oui. Et tous, en fait, se découvrent noirs dans le regard de l'autre aussi. Oui. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on ne se pense pas d'une couleur, on ne se pense pas blanc, asiatique, enfin voilà, jaune, noir, mais il y a le regard, on est confronté au regard de l'autre. Exactement. On est noir, on est noir, juif, musulman dans le regard de l'autre en permanence. Miles Davis a fini par c'est un homme en colère, hein, mais qui préférait exprimer sa colère à travers sa musique. Mais le jour où l'ambulance qui devait sauver son père est arrivée, c'est celle l'ambulance qui s'occupait des blancs. Son père qui était médecin, en plus, ça était dentiste. Il était dentiste, exactement. Ouais. Le jour où il a vu son père mourir dans ses bras parce que l'ambulance qu'il avait appelée n'était pas la bonne, et ils lui ont dit maintenant on peut pas prendre les noirs, on prend que les blancs. Voilà. Là, il s'est dit peu importe d'être d'une famille bourgeoise, je suis dans un pays malade. Nina Simone crée une musique universelle, de la musique seulement, sans couleur. Ça aussi, c'est l'héritage qui reste aujourd'hui. Autre idée qui les porte tous les deux, Nina Simone et James Baldwin, on ne naît pas noir, on le devient dans le regard des autres. C'est ce que je viens d'évoquer. Et il y a cette anecdote que je trouve très jolie aussi de Miles Davis, qui ne veut pas circonscrire le jazz à une musique noire. Alors je raconte cette anecdote, enfin vous la racontez dans votre livre. J'étais en cours d'histoire de la musique, donc Miles Davis surdoué, qui est tout jeune, pouvait intégrer de grandes écoles. La prof, une blanche, était là devant la classe à expliquer que si les Noirs jouaient le blues, c'est parce qu'ils étaient pauvres et devaient cueillir le coton. Ça les rendait tristes et de cette tristesse naissait le blues. Ma main se tendit et en un éclair, je me dressai. Je suis d'East Saint-Louis. Mon père est riche, il est dentiste et je joue le blues. Mon père n'a jamais ramassé le coton. Je ne me suis pas réveillée triste ce matin. Je ne me suis pas mis à chanter le blues. C'est plus compliqué que cela. Voilà. Et c'est ça qu'ils viennent rappeler tous les 5. Oui. En permanence. Et vous parliez du miroir, et c'est vrai que ça c'est très intéressant, c'est le réalisateur Melvin Van Peebles qu'on connaît plus tellement dans nos générations, qui a beaucoup aimé la France, et son fils dit de lui, c'était un universaliste qui appréciait les valeurs françaises. Il a voulu toute sa vie ouvrir la porte pour les autres, pour laisser entrevoir un chemin possible. Et lui, vous allez nous raconter cela dans l'un de ses films, il nous met ce miroir. Complètement. Watermelon, c'est ça, Man. Voilà. Exactement, l'homme pastèque. Exactement, c'est-à-dire que Melvin Van Peebles, que l'on voit là, qui est mort il y a 3 ans seulement, et qui a vécu toute sa vie en France, et qui a appris le français avec l'équipe de Harakiri. Donc c'était un proche de Cabu. Il y a des images fameuses d'ailleurs sur l'INA où on le voit s'amuser. Il était très provocateur, et pour aller au bout de la provocation, il est un réalisateur noir dans les années 60. C'est compliqué aux États-Unis, et résultat, il se dit je vais casser les codes. Donc il prend cette histoire dingue d'un homme blanc raciste qui va se lever un matin et devenir noir. Et c'est toute l'histoire de comment est-ce qu'on fait pour redevenir blanc. Et le déroulé de sa journée. Voilà, et il déroule toute sa journée. Et il a pris un acteur noir. Et il a pris un acteur noir. Pour jouer un blanc. Il a fait un blackface à l'envers. Voilà, ce qui était impensable à l'époque. C'est complètement fou. C'est un grand provocateur. C'est un homme qu'on doit rappeler aujourd'hui, et on doit voir ses films surtout aujourd'hui. Quel est le visage de leur combat aujourd'hui ? C'est vraiment... Est-ce qu'ils ont des héritiers ? J'en vois pas là tout de suite, tellement ils sont éternels et géniaux. Mais en tout cas, leur combat doit être, par notre génération, rappelé en permanence, parce qu'ils parlent d'universalisme, encore une fois, alors qu'ils ne viennent pas de cet ancrage-là. Ça veut dire simplement qu'ils ont une humanité tellement forte qu'elle ne peut être que fédératrice. Et rappeler à l'autre, encore une fois, que la couleur ne fait pas un homme, et que la paix est possible dès l'instant où on se pose un instant et qu'on s'attache à l'art. On a très peu évoqué Joséphine Baker, ce sera évidemment à découvrir dans votre ouvrage. Oui. Ils ont choisi la France, mais c'est vrai que c'est une personnalité qui est très importante pour la France, qui a adhéré à ce pays, qui l'a défendu, et qui est allé reporter à nouveau ce message de l'universalisme auprès de Martin Luther King. C'est surtout pour ça que je l'ai mis dans le livre, et elle est à la fin parce qu'elle a 20 ans de plus que tous, et qu'elle est venue dans les années 20, donc c'est vraiment longtemps avant eux. Elle est une forme de modèle, mais surtout je voulais mettre en avant ce discours qu'elle a fait auprès de Martin Luther King. On la voit dans cet uniforme français, dont elle était très fière. Exactement, bardée des médailles françaises, et ce discours on ne le connaît pas parce qu'on connaît celui de Martin Luther King, et on se rappelle de I Have a Dream, et on a oublié qu'elle a un discours, mais d'un universalisme incroyable. Je vais citer la chute. Vous devez aller à l'école et apprendre à vous défendre, et vous devez apprendre à vous défendre avec un stylo et non avec une arme. Alors vous pourrez leur répondre, et je peux vous dire, mes amis, et ce n'est pas juste une banalité, qu'un stylo est plus puissant qu'une épée. Voilà, et voilà. Rien que pour ça, je suis ravie que vous l'ayez cité.
j'ai voulu parler d'elle de cette manière-là. On l'a panthéonisée récemment et on n'a pas rappelé cette phrase. Et je vous invite à découvrir tout cela dans le livre de Yasmina Jaffar. Merci infiniment d'être venue sur ce Merci. plateau.